Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir le témoignage de Marie-Laure. Marie-Laure et sa famille sont partis s'expatrier au Brésil il y a quelques mois suite à un tour du monde, en plus en plein Covid. Elle nous partage tous ces mois d'expérience vécue en famille. Alors si vous suivez Marie-Laure sur les réseaux sociaux, sachez que depuis l'enregistrement, il y a eu une évolution dans leur projet puisque aujourd'hui ils attendent un heureux événement et pour accueillir ce bébé, c'est en France qu'ils ont décidé de venir reposer leur valise pour quelques mois. Donc leur situation a évolué, mais leur projet initial est tout à fait passionnant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie-Laure, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente aussi de pouvoir échanger. Ouais, ça va être très intéressant. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être commencer par te présenter et présenter ta famille? Mhm. Alors, on est 4, on a 2 enfants. Les parents, les grands, nous, c'est Marie-Laure et David. On a une quarantaine d'années. Et puis les enfants, là, viennent d'avoir bientôt 11 ans et 13 ans. Voilà. D'accord. Alors, bon, on se connaît pas trop, mais je vous suis sur les réseaux Mhm. sociaux. Vous avez commencé par faire un tour du monde et après vous vous êtes expatriés. Alors on va essayer de parler en fait dans l'ordre, de ces voyages. Hem, alors est-ce que tu peux commencer par, nous parler de ton Par tour le du début, monde? quoi. Ouais, c'est ça, par le commencement. Alors en fait, le début, c'était il y a à peu près un petit peu moins d'un an et demi. On habitait en France, au Sable d'Olonne. Et on a tout quitté. On a tout quitté en France pour partir voyager avec nos enfants. Donc c'est une idée qu'on avait depuis très longtemps. En fait, à partir du moment où moi j'ai rencontré mon mari, c'est quelque chose que je lui ai dit tout de suite. Moi j'adore les voyages. J'ai déjà été expat en Espagne, tu le sais déjà. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment dans la peau. Et on a eu envie de partir plusieurs fois. Et puis la vie a fait que un enfant, un deuxième enfant, une proposition de job, etc. Et finalement, les opportunités qu'on avait, bon, on a fait d'autres choix. Et puis là, on était installé au Sable d'Olonne, on était plutôt bien, bien même. On venait de rénover notre maison et pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais la vie a fait que le thème de partir voyager est encore revenu à nous sur le tapis. Et on s'est dit, mais après tout, pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui nous en empêche? Donc, on s'est dit, bon, ok, avant de lancer le projet, on en parle aux enfants. Les enfants vont nous dire, non, mais les parents, vous êtes complètement barjots. C'est quoi encore votre idée? Puisqu'on venait d'enchaîner pas mal de projets, rénovation de maison, enfin voilà, ça faisait. On avait eu une vie mouvementée depuis pas mal d'années. Et en fait, on leur en parle. Et là, les enfants nous disent, bah ouais, carrément, bingo, on part quand? Et donc, à partir de ce moment-là, tu imagines bien que tout s'est mis en place très très vite. Surtout que nous, on est des gens qui réfléchissons très vite, qui fonctionnons très vite. Donc, on a enclenché les choses. Et puis, dans la genèse du projet, on avait quand même des interrogations, à savoir qu'on venait de rénover notre maison, c'était une grande maison, et on se disait qu'est-ce qu'on fait parce que la maison, comment on va faire, etc. Et puis on s'est dit, bah, après tout, pourquoi ne pas faire la totale? Parce que le point bloquant pour nous, c'était le fait de revenir, retrouver une vie en France. C'était quelque chose qui nous convenait pas. En fait, on sait qu'il y a des gens qui le font, mais pour nous, c'était pas pour nous. Et donc, à partir du moment où on a dit, bah, on n'a qu'à tout vendre, là, on est parti dans une aventure folle, absolument folle, puisqu'on s'est dit, ok, on vend tout et on reviendra peut-être ou pas, mais en tout cas, on s'autorise cette liberté d'avoir le choix total. Donc à partir de là, on a travaillé comme des fous pour terminer la maison. On l'a mise en vente. Elle s'est vendue assez rapidement, même s'il y a eu une petite pause parce qu'on était en tout début de la pandémie, des confinements, etc. Et on a vendu absolument toutes nos affaires. Je dirais peut-être 95% de nos affaires. Vendues, données, fait des vides-greniers, des vides-maisons devant chez nous.
Vraiment, ça a été très, très, très intense, mais en même temps, plus on vidait la maison, plus c'était libérateur et plus on savait qu'on allait vers quelque chose qui nous correspondait complètement. Et puis à côté de ça, forcément, on était dans la perspective du voyage, même si, forcément, les événements ont fait que tout a été sans arrêt bouleversé. Quand on a commencé à parler avec les enfants du voyage, on avait fait un genre de petit plan de voyage. Et puis, rapidement, tout est tombé très, très vite à l'eau. Donc, on a quitté nos jobs, on a vendu nos affaires, on a travaillé d'arrache-pied, pour ne conserver finalement que quelques caisses. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux connaissent nos fameuses caisses, Leroy Merlin, ils sauront les reconnaître, qu'on a stockées chez mon papa, une quinzaine de caisses environ, 15-20 caisses, qui contiennent, principalement des jouets des enfants et puis des affaires d'hiver. Et puis, on est parti. Le projet initial, c'était de faire un tour d'Europe avec notre camping-car, donc qu'on avait acheté et qu'on avait fait totalement équiper pour ce projet-là, pour être totalement autonome en énergie, quelle qu'elle soit. Et puis ensuite de passer le camion via un shipping sur le continent américain. Les événements ont fait que, au moment de partir, c'était plus possible. Les frontières européennes se fermaient les unes après les autres. Pour autant, on n'avait pas du tout envie de renoncer à notre projet. Nous, on était prêts, dans notre tête, c'était OK, quoi. Tout était OK. Donc, comme souvent, on a un peu des coups de folie. On part se promener avec les enfants, on dit, bon, OK, on fait quoi là maintenant? Et on dit, bon, OK, c'est pas grave. On met le camping-car en storage et on prend un billet pour la Polynésie. Et donc, l'aventure a démarré là. On a pris un billet pour la Polynésie et on a décidé de partir sac au dos. On a préparé nos valises en très peu de temps, à l'arrache totale. Pas du tout dans le schéma des tours du mondiste classiques qui prévoit tous les documents, l'itinéraire et tout. Nous, on est parti vraiment avec l'envie de partir et l'envie de vivre l'instant présent et sans vraiment de planification, puisqu'en fait, on s'est adapté au pays qui était ouvert. Et au fur et à mesure de notre parcours, on vidait notre valise, on revendait nos affaires sur place, on les donnait à des gens qu'on avait besoin pour changer de continent et s'équiper avec d'autres choses. Voilà. D'accord. Alors du coup, vous êtes partis réellement à quelle date alors, Alors, on est parti. le jour J? Ouais, alors le jour J, vraiment du départ en lui-même, c'était mi-septembre dernier. Mais avant ça, on avait quand même D'accord. quitté la maison, on va dire une vie classique, hein. On vivait vraiment dans notre camping-car, puisque, encore une fois, le camping-car, on l'avait prévu pour ça, on l'avait prévu pour le faire équiper et pour pouvoir voyager. On avait donc, on vivait dans notre camping-car depuis l'été d'avant. Donc là, je vous parle on est en 2021, donc été 2020, voilà. Donc on a commencé D'accord, ouais par la donc Polynésie à la mi-septembre 2020. Je suis un peu perdue dans les dates, mais oui, d'accord. c'est Ouais ça. donc en C'est fait ça. c'était, oui, c'est en fait on est complètement paumé avec le covid, on a l'impression d'avoir passé une année, Ah, c'est clair, il y off a un une, peu, il y a une faille mais oui. spatio-temporelle, complètement. C'est ça, exactement. Et ouais, donc du coup vous êtes partis, la pandémie était, déjà bien entamée en fait. C'était Voilà. vraiment partir, à l'aventure dans une situation qui était hyper instable quoi. C'est vrai, mais en même temps, peut-être c'est notre côté, complètement fou, complètement atypique, mais ça nous a jamais vraiment inquiétés et pour preuve d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de gens qui nous ont dit, «Ah ouais, vous avez voyagé cette année-là? Oh là là, mais ça a dû être, terrible». Bah non, en fait, non. En fait, on a vécu un truc, dingue. Alors ça nous a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation. Ça, c'est clair et net. Ça a été rude, on va dire, au niveau de l'adaptation. À certains moments, ça a été même très fatigant. Par contre, on a vécu une année de dingue parce que, on n'a pas vécu de confinement, on a visité des lieux qui étaient déserts, on a pu obtenir des prix qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Donc, c'est vrai que par certains côtés, c'était vraiment super. Bon, par d'autres, c'était moins sympa. Les gens Mmh. qui ont voyagé avec le Covid savent que niveau administratif, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd, hein. Les passages de douane, les Oui, passages de c'est de remplir frontières. les Ouais, formulaires, voilà. ouais, c'est vraiment. Les bilans santé, Ouais, les tests exactement. PCR, des trucs comme ça, c'est ça? Sans compter surtout, Ouais, c'est beaucoup surtout, ouais. d'administratif. Sans compter surtout, tu vois, toutes les règles qui changent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. clairement, nous, on s'est adapté, mais vraiment, c'était fou, quoi. Quand on sentait qu'une situation commençait à se tendre dans un pays, hop, on commençait à sauter sur le pays d'après et à se dire, bon, bah, ok, on prépare la suite. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on n'avait
planifier un pays. Je pense notamment là, tout de suite maintenant, au Chili, où on voulait absolument aller. On avait pris les renseignements, on avait échangé avec d'autres familles là-bas. Voilà. Et au moment d'acheter le billet, quand même, par acquis de conscience, on regarde et on se rend compte que 4 jours après, je crois, les frontières refermaient. Donc, c'était pas possible de partir pour nous. Donc, à ce moment-là, il y a un petit down qui s'installe dans la famille. Puis on se dit, bon, ok, mais c'est pas grave. Après, on rebondit vite parce qu'on trouve une autre destination et on découvre d'autres choses. D'accord, ouais, c'est cool. L'adaptation, je pense que dans ces cas-là, c'est essentiel, quoi. Complètement. On s'est adapté à tous les niveaux, hein, parce qu'on s'est adapté aux conditions internationales. On s'est adapté à notre valise. Ça peut paraître rigolo de dire ça, mais à la fois c'est vrai parce qu'on est vraiment parti comme des touristes en Polynésie, ne sachant absolument pas ce que serait la suite. Donc en Polynésie, on a revendu nos palmes, nos tubas, voilà, la GoPro pour aller sous l'eau et tout, pour pouvoir sauter aux États-Unis. Aux États-Unis, on a racheté des vêtements d'hiver parce qu'il faisait très froid. Enfin bref, ça a été ça sans arrêt, mais c'était assez rigolo. Et donc du coup, alors pour faire un petit récap comme ça de tête, quels sont les pays que vous avez fait sur cette année-là? On a commencé par la Polynésie. Ensuite, de Polynésie, à ce moment-là, on était hors espace Schengen. D'ailleurs, c'est toujours le cas. On pouvait s'envoler pour les États-Unis. Donc, on a fait Polynésie. On a atterri à Los Angeles. Donc, on a fait la Californie. Ensuite, on a fait la Floride. On est resté à peu près 2 mois aux États-Unis. On avait prévu de passer, parce que j'ai de la famille au Texas. Donc, on avait prévu de passer Noël. Ça correspond à peu près avec eux, sauf que toujours pareil, pandémie, blablabla exige, notre vol a été annulé. Enfin, je sais pas, on n'a jamais su si la compagnie avait fait faillite, si elle avait disparu. Enfin bref, c'est un truc de fou. Le vol est sorti des écrans, des écrans radars. Et parallèlement à ça, on savait qu'ensuite on voulait filer sur le Mexique. Et en l'occurrence, les États-Unis commençaient à refermer les frontières avec le Mexique. Donc on est resté 2 mois aux États-Unis alors qu'on voulait rester plus, mais on a fait un saut de puce sur le Mexique. Au Mexique, on avait un bon programme. Malheureusement, au moment où on est rentré au Mexique, ils ont refermé tout le reste du Mexique. Donc, on a découvert la région du Yucatan parce qu'on ne pouvait plus aller ailleurs. C'est pas grave, on s'est adapté. Du Mexique, on est arrivé au Brésil. On est resté pas mal de temps au Brésil parce que c'est un pays immense et on a beaucoup aimé. Donc, il y avait beaucoup de choses à découvrir. Quand ça a commencé à se tendre au Brésil, on est parti en Bolivie. Et puis, de la Bolivie, eh bien, nous sommes retournés au Brésil parce qu'on avait déjà un petit projet en tête. Voilà. D'accord. Et après, retour en France avec déjà cette idée de Voilà. hors de question de s'établir définitivement, quoi. S'établir définitivement, ouais. Et puis, avec l'envie que le voyage continue aussi, quelque part. Parce qu'en fait, on s'était prévu au moment de partir, on s'était prévu initialement un budget pour voyager à peu près 2 ans. On s'était dit qu'on avait le budget pour voyager 2 ans en camping-car. Sauf qu'en fait, entre un voyage en camping-car et un voyage sac au dos, entre les billets d'avion, les hôtels, les locations de voitures, on a dépensé le budget de 2 ans en 1 an à peine, quoi. Même si on a eu des tarifs intéressants avec le Covid, c'est pas du tout le même budget, faut être honnête. Donc, on n'était pas encore vraiment prêt à arrêter l'aventure. On avait envie de continuer encore, tout en sachant que aussi le contexte, il n'est pas facile. On ne savait pas du tout comment ça allait évoluer. On se disait, mais est-ce que tout va encore refermer? Est-ce qu'on va passer tout notre temps, tout le temps comme ça, à devoir jongler d'un endroit à un autre? Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout l'envie, c'était pas du tout notre envie de retourner s'établir en France. Ça, on le savait depuis, de toute façon, quand on avait tout vendu, on s'en doutait bien. Et la vie a fait que le Brésil était ouvert. C'est un pays accueillant. Et on a beaucoup aimé. Et à peine une journée après être arrivé au Brésil la première fois, on était sur nos portables avec David en train de chercher comment pouvoir obtenir un visa pour pouvoir rester au Brésil. Et donc là, tout s'est enchaîné assez vite parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes, on a eu les bons contacts. Et voilà. Et donc, on est rentré en France cet été. Tout est déjà lancé pour notre projet au Brésil. Et on est rentré essentiellement pour voir la famille, bien évidemment, les amis. Et puis, pour finir de vendre notamment notre camping-car qu'on avait laissé en storage.
Et puis les quelques affaires qui nous restaient, surtout les affaires administratives qui nous restaient à régler. D'accord. Oui, donc du coup, dans le retour en France, ouais, il y avait quand même vraiment le projet déjà qui était déjà lancé, en fait, dans vos têtes et administrativement, vous C'était saviez que vous repartirez au Brésil? Ouais, alors c'est même plus que ça parce qu'en fait, quand on est parti en Bolivie, on a senti un grand manque du Brésil et on est retourné au Brésil pour finaliser nos projets. Et donc à ce moment-là, on avait déjà mis tout en place pour pouvoir venir au Brésil en septembre. Tout était déjà en place en fait, hein. Donc vraiment Mmh, rentrer en d'accord. France pour clôturer quelque chose en France. C'était vraiment ça. Mais Mmh. le projet était bien, bien ficelé déjà pour nous. D'accord. Et donc du coup, le Brésil, pourquoi ça a été un tel coup de cœur? Eh ben, je sais pas. Si, il y a plein, plein de choses qui nous plaisent ici. Bon, le climat, déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dingue. La nature est super belle. Les gens sont très, très accueillants. Ça, c'est un grand point. On y mange très bien. C'est aussi un point très important pour nous. Et puis, c'est vrai que c'est un grand pays, donc on s'est senti libre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les États-Unis. C'était d'ailleurs, ça a été aussi un coup de foudre. Maintenant, une expatriation aux États-Unis, c'est compliqué. On a cherché des solutions, mais c'est extrêmement verrouillé, d'autant plus là maintenant où les visas étaient, enfin, nous, au moment où on y était, tous les visas étaient gelés, enfin, c'était compliqué. Et puis, c'est vrai que les États-Unis, c'est aussi un certain niveau de vie, hein, faut être honnête. Mmh. Donc voilà. Et au Brésil, c'est pas du tout un pays qui fonctionne aussi bien que les États-Unis, bien évidemment. Par contre, on retrouve cette immensité du pays, ce côté où finalement tout est possible et où les gens sont quand même ultra positifs, quoi. Et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu. Après, il y a des choses, des feelings qui s'expliquent pas non plus, mais c'est vrai que l'accueil des gens, ouais, l'ouverture des possibilités, c'est quelque chose qui a tout de suite résonné en nous, en fait. Vraiment. D'accord, ouais, surtout que vous aviez vu beaucoup de pays avant et au final, ce coup de cœur, il aurait pu arriver dans n'importe quel Bien pays. sûr. Donc j'imagine que quand tu arrives à un endroit et que le feeling passe, tu sais tout de suite parce que tu as vécu tellement de choses avant que du coup, tu peux suivre ton intuition. Tu te dis que Mmh, mmh, mmh. c'est la bonne, quoi. C'est ici que vous vous sentez, bien, quoi. Complètement. Puis C'est fou. on avait déjà voyagé avant aussi, enfin, je veux dire, avant même de partir en tour du monde. Donc, Mmh. effectivement, on s'est dit tout de suite que c'était un endroit qui recueillait plusieurs des critères familiaux, on va dire, ouais, des critères qu'on peut tous avoir en famille, et qu'on s'est dit que c'était un endroit où on pourrait facilement faire un bout de chemin. Voilà. Et puis après, il y a quelque chose aussi, c'est que on est des gens, on va dire, assez connectés. On aime bien écouter notre intérieur, notre intuition, et on aime bien écouter les signes. Et quand quelque chose est fluide, quand quelque chose est aligné, que les gens viennent à nous, que à chaque fois qu'on avait une difficulté, hop, on rencontrait la bonne personne, c'était fluide. Tout s'enchaînait, on va dire, avec une étrange facilité. Et on s'est dit, ok, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Mmh. Si Il ça y a n'avait quelque chose. pas été le cas, on n'aurait pas insisté en fait. On n'aurait pas insisté. Mmh Après, il y a mh. aussi le fait qu'on était tout à fait prêts, je pense, après presque un an de voyage, à s'établir quelque part. C'est surtout les enfants qui en avaient la demande. Plus parce que bah, c'est vrai que les conditions de voyage, encore une fois avec le Covid, parfois c'est un peu pesant. Les tests PCR, les machins, les trucs, l'angoisse de pas savoir si tu auras les résultats avant, de nanan. Ils ont oublié une lettre sur mon test PCR, ils se sont trompés dans la date, ils ont mis que j'étais je ne sais quelle nationalité. Enfin, je veux dire, on a tout eu quoi. Donc, quand il est 4 heures du matin, que tu as ton avion à 7 heures et que le test PCR que tu reçois a un problème sur le numéro de passeport ou n'importe quoi, ça fait quand même monter la tension. Mmh. Et ça à chaque fois, ou alors un passage de douane où tu as oublié de remplir un document. Et là, tu te dis non, c'est pas vrai. Et donc là, ils t'emmènent dans le petit bureau parce que tu n'as pas rempli le document. Et là, tu attends. Et là, tu te dis, je vais passer un sale quart d'heure. Donc, les enfants, ouais, voilà. C'était le bon moment aussi pour nous parce que les enfants exprimaient ce besoin de poser un tout petit peu les valises Mmh. pour profiter peut-être plus des choses différemment. Mmh. Ouais, ça devait être quand même vachement éprouvant, en fait, comme tour du monde et hyper, pas hyper stressant, mais d'être toujours un peu sur le qui-vive, tu pas serein, en fait, quand
quand tu sais pas, en fait, il y a ce côté où tu es Mmh. libre, effectivement, et à la fois ce côté où tu pas Mmh. serein parce que tu es tellement tributaire de plein de choses que tout peut Mmh. changer du jour au lendemain, et ça doit Complètement. être quand même. Enfin, il faut pas être une hyper angoissée de la vie, quoi, parce que sinon, tu fais un arrêt Alors, on cardiaque. n'est pas du tout des hyper angoissés de la vie déjà de base, tu vois? Je crois qu'on fait figure d'exception parmi les tours du mondistes, tellement on n'était pas du tout préparés. Les gens nous ont parce qu'on sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, mais c'est vrai on n'a pas une grosse communauté avec des millions d'abonnés. Mais c'est vrai qu'on a par contre des gens qui ont énormément d'interactions avec nous, donc on a beaucoup répondu à des questions. Et puis c'était vraiment, enfin pour nous, c'est vraiment l'objet de ce compte, pardon, c'est vraiment le partage, quoi. Vraiment le partage, parce que nous, c'est ce qui nous a permis de nous lancer aussi, le partage d'expérience, et on trouve ça super. Et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Alors, vous avez préparé combien d'années votre tour Comment te dire? Non, pas du tout. On est comme ça, quoi. Je pense que voilà, on fait figure d'exception, donc on n'est pas vraiment des angoissés de la vie. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis, c'est plus le côté pour nous qu'il fallait toujours avoir un coup d'avance. Donc au début, c'était assez rigolo parce que voilà, on était dans le move, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, il y a des moments où c'était pesant. Et puis il y avait un côté pesant aussi, c'était d'arriver dans un pays sans vraiment savoir non plus ce qu'on allait trouver. Par exemple, au Mexique, ils étaient extrêmement. Alors, tout était ouvert, paradoxalement, mais ils étaient extrêmement flippés du Covid et ça crée un décalage dingue d'ailleurs. Et on ne s'était pas attendu vraiment à ça. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal entaché, on va dire, ce qu'on a pu faire et notre expérience au Mexique. Il y a ce côté-là, effectivement, comme tu dis, où tout est toujours remis en cause, on ne sait pas vraiment exactement. Donc ça, ce côté-là, on sent qu'au bout d'un moment, il lasse un petit peu de se dire bon, ok, là on a prévu d'aller là, est-ce que vraiment on va pouvoir y aller, est-ce que ça va refermer, est-ce que les règles du jeu vont encore changer, parce que c'est vraiment ça, les règles changent en permanence. Ouais, ça doit être fou quand même. Et alors moi, du coup, j'ai une question parce que effectivement, je ne sais pas comment ça se fait que je vous suis sur les réseaux, mais il me semble que vous avez rencontré quelqu'un en Polynésie et je suis tombée par hasard sur votre compte, donc j'ai suivi en fait à partir de là. D'accord. Et par contre, il y a eu une rupture dans l'espace-temps et je vous retrouve du coup au Brésil en train de refaire votre maison. Et là, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc avec la maison? Et en fait, j'ai regardé un peu dans les stories et j'ai pas trouvé. Alors, comment ça se fait que vous êtes arrivé dans cette maison avec tous ces travaux? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? Qu'ont-ils fait encore? Eh bien, écoute, comme nous sommes plein de surprises, hein. Non, en fait, si on fait un petit rewind, quand on est arrivé au Brésil et qu'on a cherché le moyen de rester, parce que chaque voyageur sait que pour s'expatrier, s'installer quelque part, il faut un visa. C'est la condition sine qua non. Donc, au-delà du visa touriste, qui est de 3 mois pour les Français au Brésil, voilà, il faut quelque chose de solide pour envisager de rester dans un pays. Et il y a au Brésil un programme qui s'appelle la Golden Visa, qui est un programme d'ailleurs qui existe pour les non-européens au Portugal notamment et en Espagne. C'est un programme qui permet en fait via l'achat d'un bien immobilier d'obtenir un visa de résident permanent et puis par la suite très rapidement une nationalité brésilienne si on le souhaite. Donc en fait il y a un montant minimum à investir selon la région où on s'établit et suite à ça, on peut lancer la procédure de demande de visa qu'on obtient systématiquement puisqu'on a fait l'investissement financier. En fait, c'est pour vraiment rapatrier des capitaux étrangers au Brésil. Et voilà. Et donc, tout est parti de là. Maintenant, on s'est établi dans un endroit qui est très joli, mais qui est un peu reculé. Donc, trouver un bien immobilier n'a pas été facile. Il faut savoir que le Brésil, c'est pas l'Europe. Il y a de très belles choses, il y a de très belles constructions, il y a des choses vraiment bien faites, mais pas que. Donc, en fait, on a signé un genre de compromis. On avait acheté la maison. C'est pas exactement un compromis à la française, mais bon, bref, c'est l'équivalent. On avait signé pour la maison en mai dernier, avant de repartir en France, en fait. Cette maison D'accord. qui rentrait en fait dans le budget pour obtenir le visa, puisqu'il faut investir un certain montant de fonds. Et puis aussi une maison, et ça c'est pas du tout un détail pour ceux qui veulent venir s'installer au Brésil, une maison avec ce qu'on appelle des écritures, c'est-à-dire des papiers. Parce qu'ici au Brésil,
il y a des lois qui ne sont pas du tout les nôtres, qui font qu'en fait, vous pouvez vous établir dans une maison et au bout de 5 ans, elle est à vous. Donc, c'est hyper bizarre. Du coup, les maisons ici, tout est construit n'importe comment. Ils n'ont pas d'écriture, ils n'ont pas de cadastre, ils n'ont rien. Et donc, trouver une maison qui, elle, a un historique et qui a ce qu'on appelle des écritures, c'est-à-dire des papiers, en fait, des papiers d'identité, c'est compliqué. Et ça, c'est une condition sine qua non pour le visa. Donc, on a pas mal galéré à trouver une maison. D'accord. En plus, on est dans un endroit qui est super joli, qui est très prisé. C'est une station balnéaire très, très prisée, où les prix ont beaucoup monté là en post-pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens des villes, notamment de São Paulo, de Salvador, qui veulent venir s'établir ici parce que c'est un joli endroit, en fait, et que le climat est juste dingue. Il fait 28 degrés toute l'année, l'eau est à 28 degrés. Enfin, voilà, faut être clair, c'est quand même un très, très chouette endroit. Et donc, les prix ont augmenté, la pression immobilière a augmenté. Donc, ça n'a pas été facile de trouver une maison. Et donc, on a signé pour cette maison en mai. Et on est arrivé avec nos 12 valises en septembre pour récupérer la maison. Donc, on arrive avec Ça, je suis. on arrive avec toutes nos petites valises, remplies essentiellement des affaires des enfants, je tiens à le préciser. C'est un autre sujet. Et là, on arrive dans la maison et oupsies, pas vraiment dans l'état dans lequel on l'avait visitée. Elle était louée par des locataires, mais qui n'étaient pas très très contents de partir, de quitter les lieux, et donc ont un peu salopé l'endroit, quoi, on va dire, pour être clair. Et on n'a pas. Je pense que les premières fois on l'a visité, on n'avait pas mesuré l'ampleur des travaux parce que on l'a pas visité dans des conditions très faciles, très optimales à cause des locataires notamment. Et donc quand on est arrivé en septembre, on a retroussé nos manches, voilà. Et donc on est loin d'avoir fini, mais on a bien avancé. Tu peux voir derrière là que ça, on a bien avancé, mais on a encore du travail. On a encore du travail. C'était incroyable quand même ce chantier. On a l'impression que vous étiez arrivés dans un endroit qui était pas vivable, pas habitable. Vous avez sorti des meubles et tout ça, Ah ouais. c'était ça? Vous avez tout recommencé de zéro? De zéro, non, parce qu'en fait, la base de la maison, elle est très jolie. C'est une maison qui a bien été construite avec des super beaux matériaux, mais c'est une maison qui a été louée en fait pendant 5 ans, tu vois, un peu plus de 5 ans, donc qui n'a pas du tout été entretenue. Et on est dans un pays où c'est un climat tropical, il faut absolument entretenir les maisons, c'est primordial, sinon la maison se dégrade extrêmement vite. C'est un climat tropical, on a un taux d'humidité qui est important, on a plein de petites bébêtes, il faut vraiment entretenir la maison. Et puis, à côté de ça, bon, les locataires n'ont pas fait le ménage de rigueur, on va dire. Même le minimum syndical n'a pas été fait en 5 ans, ce qui fait que on a récupéré une maison, effectivement, où même le mobilier n'était même plus envisageable, quoi. Après, encore une fois, c'est difficile à expliquer ou peut-être à voir quand on est de l'autre côté de l'océan, mais le Brésil, voilà, c'est un autre continent. On est dans un monde à part, clairement. À quel sujet? Qu'est-ce qui te fait dire ça par rapport à Qu'est-ce qui me fait dire ça? On n'est plus du tout dans le confort à l'européenne, hein, on est vraiment dans un pays. Alors, je sais que tu as déjà parlé du Brésil avec d'autres personnes dans d'autres podcasts, hein, et finalement, ce que je vais dire va certainement faire écho à ça. Le Brésil, c'est un pays à deux vitesses où il y a énormément, énormément d'écart entre les riches et les pauvres. Il y a une classe sociale riche et émergente d'ailleurs qui a de plus en plus de pouvoir d'achat. Et sinon, le Brésil, c'est quand même un pays qui est très pauvre. Donc voilà, on va dire que les normes d'habitation ne sont pas les nôtres, ne sont pas celles auxquelles on est habitué en Europe, clairement pas. Les, les Mmh. enfants, quand ils arrivent au début, quand on est arrivé dans des villes brésiliennes, on avait l'impression qu'il y avait eu une attaque, en fait, parce que il y a plein de maisons qui sont pas finies. Il y a pas, bon là nous on habite en plus c'est assez reculé, donc il n'y a pas beaucoup de routes. Il y en a une principale, sinon il y a quelques routes pavées et sinon c'est que des pistes, quoi. C'est particulier, mais c'est aussi ça qui nous a séduit, hein. C'est aussi ça qui nous a séduit. Mais dans les constructions, il y a beaucoup de choses qui sont pas terminées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vivent dans des conditions qui sont, ouais, mais c'est bien, c'est une belle leçon de vie aussi pour nous. Donc Mmh. ça fait un grand écart avec l'Europe. Je sais pas si je suis claire pour toi, mais il y a tellement à Mmh. dire sur le Si, tout à sujet. fait, j'imagine tout. Il y a tellement à dire sur le sujet que voilà. Et du coup, là, vous êtes là et vous vous sentez bien? Vous avez été bien accueillis par, l'entourage, le voisinage? Il n'y a pas eu ce: «Tiens, c'est des Français qui ont acheté une maison» ou ils ont
les locataires sont partis? Enfin, comment ça a été perçu dans le voisinage, entre guillemets, dans le village? Ouais, alors, non, on est super bien accueillis. En fait, on a passé pas mal de temps, dans cet endroit où on est établi aujourd'hui, entre, on va dire, avril, mai, enfin mars, avril, mai, je sais plus, j'ai plus exactement les dates et je suis vraiment navrée, mais je suis un peu déboussolée au niveau des dates en ce moment. En plus, comme les saisons sont inversées, nous ici, ça commence à être l'été. Donc autant te dire que j'ai du mal à imprimer dans ma tête qu'on est en octobre. Mmh. Euh, mais on avait déjà créé des contacts et on était déjà identifiés comme la petite famille française. On est 4, on est français, on est blanc, dans un endroit où allez, je vais dire 85% de la population est métisse ou noire. Donc on passe pas inaperçu. Il y a très peu de blancs ici. Il y a encore moins d'Européens. Donc on passe pas inaperçu. Non, on a été vraiment très bien accueillis. On a été aidés aussi parce que les Brésiliens, ils sont hyper gentils. C'est quelque chose aussi vraiment qui nous a séduit dès qu'on est arrivé au Brésil. Une ouverture d'esprit, tout de suite, ils sont là pour aider, mais sans arrière-pensée, vraiment. Donc, on a été très très bien accueillis de ce point de vue-là, et il n'y a pas eu ce truc de dire ah ouais, c'est des Français qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, pas du tout. On nous a un peu demandé ce qu'on faisait là, pourquoi on était là, mais à partir du moment où on vient en ami et on leur dit qu'on est qu'on est très heureux d'être là et qu'on aime le Brésil, j'ai envie de dire tout va bien. Et puis les enfants, ça aide aussi beaucoup à ça. Euh, les enfants aident beaucoup à ça. Ouais, les enfants, c'est vraiment des facilitateurs de Complètement. rencontres. Oui, C'est incroyable. Mais c'est top. Et puis après, je pense que c'est pas la même mentalité. Nous, en Europe ou en France, on est très, très craintifs bien sur sûr, l'autre, sur les nouveaux, etc. Je pense que ces pays-là, ils sont complètement une autre mentalité, très ouverts sur les autres. complètement. C'est, C'est je pense que mmh, c'est. c'est quelque chose de très marquant aussi qu'on a vraiment rencontré. Alors, on l'a ressenti aux États-Unis, vraiment, et c'est quelque chose qu'on ressent ici aussi au Brésil. C'est l'absence de jugement de l'autre, en fait. C'est-à-dire que Ouais. là, soyons clairs, il y a une très grosse différence de niveau de vie entre nous et, et les trois quarts de la population ici, il faut être honnête. Pour autant, il n'y a pas ce regard ah ouais, toi, t'arrives, t'es blanc, t'as plein d'argent, t'as acheté une grande maison, non, non, non. Non, en fait, non. Alors, quand je dis on a plein d'argent, c'est encore une fois au regard du niveau de vie ici. En tant qu'Européen, il y a quand même un gros décalage, faut être honnête. Parce que, encore une fois, le Brésil est un pays pauvre. Même s'il y a une grande partie, enfin, il y a une partie de la population qui a vraiment du pouvoir d'achat, la majorité vivent dans des conditions difficiles. Et il n'y a pas ce jugement, il n'y a pas ce regard. Voilà. Il y a quelque chose qu'on avait vraiment adoré aux États-Unis, c'est cette positivité face à l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit, le voisin va sortir et va dire, par exemple, j'arrive avec ma grosse voiture dans mon allée, voilà, le voisin va sortir et va dire, waouh, c'est super, mais raconte-moi, comment tu as fait pour avoir cette belle voiture? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est chouette. Je veux que tu me racontes pour m'inspirer. Et surtout, je suis très heureux pour toi parce que tu as une belle voiture. La mentalité française est très différente. Enfin, Mm. moi, je trouve. La mentalité française est très différente. On va dire que plutôt, euh, au mieux, le voisin va sortir et va dire bah, c'est quoi cette voiture? Puis comment t'as fait pour l'avoir? Au pire, il va entrouvrir son rideau et peut-être il va appeler le centre des impôts pour savoir si vraiment on est en règle avec la voiture en question, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais je suis Ouais, pas ouais, toujours c'est très loin vrai. de Il la y a, il y vérité. a plus quand même cette notion de jalousie ou de se poser des questions, mais Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans le positivisme comme ça du tout. C'est pas du tout dans notre culture, hein, non, c'est c'est clair. vrai. Alors que voilà, sur le continent américain, on a beaucoup senti ça. On a senti que tout est possible, quoi. Et que finalement, la réussite des uns est inspirante et un peu la réussite des autres, quoi. Et au Brésil, on retrouve ça. Ouais. Alors, moins qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins marqué, bien évidemment. Mais bon, ils sont pas dans le jugement. Donc, ça fait que nous, on est arrivés là, ils nous ont pas jugés à se dire oh ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi ils sont là? Et puis, non, 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 c'est cool, vous êtes là, bah, c'est bien. On vous prend comme vous êtes, quoi. Et d'ailleurs, il y a un Brésilien, enfin plusieurs Brésiliens qui nous ont souvent dit bah, le Brésilien est dans la rencontre dans l'instant présent, quoi. Donc il prend la personne comme elle est. Et chaque rencontre est une nouvelle rencontre et un nouvel instant. Donc ils prennent les gens en fait comme ils sont à l'instant, au moment où ils le rencontrent, quoi. C'est génial. C'est génial et en fait, finalement, ça vous correspond vachement par rapport à ce que tu disais au début du podcast quand tu t'es présenté. C'est totalement en phase avec vous et vos valeurs, en fait. C'est vrai, mais de toute façon, rien n'arrive jamais par hasard.
Et puis, Non. quand on se dit waouh, là je pourrais faire un bout de chemin, c'est parce qu'il y a vraiment des valeurs fortes aussi humaines qui nous correspondent. Mmh. Mmh. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, alors, là, vous êtes installés, les filles vont tu vas les inscrire à l'école locale, il me semble, non? J'ai vu passer des posts, Alors, sur l'inscription à l'école, non? on a un garçon et une fille. Heu, Ah pardon, excuse-moi, je croyais que c'était 2 filles. non, je t'en prie, je t'en prie. On a un garçon et une fille et c'est pour l'instant la difficulté majeure pour nous, la scolarisation au Brésil. C'est une difficulté qu'on n'a pas réussi à régler pour le moment. Donc effectivement, on était en instruction en famille pendant notre voyage et puis même un peu avant et on est des convaincus, enfin, on trouve ça super. Mais l'aventure de l'expatriation pour nous, c'était vraiment avant tout pour les enfants, pour qu'ils vivent une vie différente. Et cette immersion totale dans une autre culture, dans une autre langue, avec d'autres personnes, pour nous, elle passe par l'école. Parce que en étant en instruction en famille, bah, c'est chouette, mais on reste en vase clos entre nous et c'est pas la meilleure des façons pour apprendre le portugais, faut être clair. C'est pas la meilleure des façons Mmh. non plus pour faire des rencontres, même s'ils font des activités à l'extérieur, ils ont commencé les cours de capoeira, ils adorent, voilà. Et on fait d'autres choses dehors, mais c'est pas suffisant. Et c'est un des gros problèmes, enfin pour nous en ce moment, c'est un des obstacles au Brésil, c'est la scolarisation des enfants. Parce qu'au Brésil, pour faire assez simple, il existe un système public et un système privé qui est très différent du système français. Hein. C'est pas la même chose, mais le privé, c'est vraiment comme des petites entreprises, si tu veux, privées. Euh, et donc, où on paye cher une instruction. Malheureusement, il faut avoir une place. Et à ce jour, nous n'avons pas de place pour les enfants. Il y aurait éventuellement une place dans l'école d'à côté, parce que notre maison touche une école privée dans laquelle on pensait scolariser nos enfants. Et en fait, il n'y a pas de place pour Gabriel. Il est 9e sur liste d'attente et les classes sont toutes petites, donc c'est inenvisageable. Voilà, donc là, on attend une réponse d'une autre école, mais pour l'instant, bah, on n'a pas de réponse, donc voilà. Et le système, public, c'est pas envisageable d'inscrire, les enfants dans le public? Très sincèrement, non. On nous l'a fortement, fortement, fortement déconseillé. Les enfants ne parlant pas parfaitement portugais, ils ont déjà super bien avancé, ils prennent des cours, ils sont à fond dedans, mais ils ne parlent pas encore couramment, loin de là, c'est normal. On nous l'a fortement déconseillé parce qu'en plus Mmh. on est blanc, il y a quand même un gros, gros décalage. Là où on habite, il y a des favelas, les fameuses dont on entend toujours parler au Brésil, même si ici, c'est quand même, très cool, hein, ça n'a rien à voir avec, les fameuses légendes des favelas de Rio ni rien. Mmh. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un gros, gros décalage, social. Alors, quand je dis ça, ça peut peut-être choquer parce qu'on est vraiment justement venu chercher ça, mais il y a aussi, hein, une qualité d'enseignement qui n'est pas là du tout, quoi. C'est vraiment, Mmh. ce qu'on nous dit beaucoup sur l'école brésilienne publique, c'est que c'est un peu la jungle, quoi. Donc on se sent pas prêt à les lancer dans cette jungle-là. Et ils en ont pas vraiment l'envie non plus. Oui, et puis l'idée, c'est pas non plus s'expatrier pour les envoyer dans la fosse aux lions, Mais complètement, dans une enfin voilà, il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils aient aussi des conditions d'instruction qui soient quand même, complètement. bien, parce que si vous changez Oui, de pays, voilà, il faut aussi qu'ils aient le niveau scolaire. Donc complètement. il faut quand même aussi leur Mais assurer l'avenir. bien sûr. Mais après, très sincèrement, ceux qui nous connaissent le savent, on n'est pas dans une école pression, on les scolarise pas pour avoir un niveau d'apprentissage, pour avoir des notes, pour Mmh. avoir l'idée pour nous, elle est pas du tout là. Encore une fois, l'idée, c'est une intégration, c'est une immersion, c'est, savoir vivre avec les autres, découvrir la culture brésilienne, se faire des amis. C'est vraiment ça l'idée. Et Mmh. encore une fois, c'est ça l'idée qu'on se fait de l'expatriation. Pour les enfants, c'est leur offrir autre chose. Bon, ils ont déjà une énorme ouverture d'esprit, t'imagines bien. Mais voilà, c'est ça. Donc, ce problème de la scolarité, c'est un énorme problème. Parce que là, par exemple, sur notre village, il n'y a que 3 écoles
privée, donc celle qui est à côté de chez nous qui n'a pas de place, une autre qui ne nous a pas du tout donné envie, ni à nous ni aux enfants, donc on oublie, et puis une autre qui est vraiment très orientée religion, parce que la religion au Brésil est très très importante. Donc les enfants ne sont pas très emballés et nous non plus. Donc voilà, donc Mm. c'est un gros point d'interrogation. On est en attente d'une réponse d'une autre école. Mais il faut être très patient. Au Brésil, il faut beaucoup, 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 beaucoup relancer, toujours. Euh, voilà, il faut être extrêmement patient. Ouais, ça c'est, je suis pas étonnée. Ouais. Bon, après nous, en Espagne, c'est, bon, je pense pas autant, mais quand même des similitudes sur les Mhm. relances, être patient Alors, tu vois, et attendre. Voilà. ouais, c'est marrant ce que tu me dis parce que bah, j'ai vécu en Espagne, donc la culture espagnole, je la connais bien et je la connais de l'intérieur, et puis l'Espagne, c'est un peu mon pays. Je pense souvent à l'Espagne et à ma vie en Espagne parce que je me dis à côté, les Espagnols, à côté des Brésiliens, c'est des petits joueurs, tu vois. Les Brésiliens, Oh la vache. on est sur un autre level. Vraiment, on est sur un autre niveau. Tu vois, les Espagnols aiment bien faire la fête, ils aiment bien écouter de la musique, etc. Bon, les Brésiliens, on est sur un autre niveau, tu vois. Le niveau sonore, le niveau de fête, le niveau je parle fort, le niveau le tempérament latin est multiplié par 36 ici, hein, par rapport, par rapport à l'Espagne. Mais bon, Punaise. tu vois bien ce que je veux dire. Là, par exemple, pour Ouais, l'école, on est carrément. allé visiter une école absolument géniale pour les enfants, une école dans la jungle, qui est une école avec une pédagogie un peu différente et où, en fait, il y a 50% d'enfants payants, donc nous, et 50% d'enfants qui ne sont pas payants, donc qui ne pourraient pas avoir normalement accès à cette scolarité. Donc c'est vraiment chouette parce que donc, les enfants payants payent pour ceux qui ne peuvent pas payer. Et il y a un métissage des cultures absolument génial. Chacun apporte à l'autre. Et puis c'est une école alternative où ils font toutes sortes de choses et où ils apprennent en fait à vivre au milieu de la nature ici, la végétation qui est vraiment de la jungle. Et c'est superbe. On a été séduits, mais par exemple, cette école-là, bon, déjà, c'est quand même, faut être honnête, très cher. La scolarité au Brésil privée, c'est cher. Et surtout, l'énorme problème, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse, quoi. Donc, on est toujours en attente. Et comme c'est le Brésil, parfois les règles sont pas vraiment définies, quoi. Tu es en liste d'attente, mais peut-être aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, tu ne sais pas Peut-être pas exactement. demain. Voilà, mais c'est très. En fait, les Brésiliens ne disent jamais non. Les Brésiliens sont hyper gentils. C'est toujours oui. Mais par contre, le oui ne veut pas dire oui vraiment, tu vois. Le oui peut être Mm. un. Ouais, c'est le oui pour faire plaisir Voilà, et le oui peut être un non oui. déguisé. Voilà. D'accord. Ouais, donc du coup, ça doit être un peu stressant cette attente. Alors, je t'avoue, là, Ouais. aujourd'hui, donc au moment où on enregistre ce podcast, j'espère que quand il sortira, on aura un peu débloqué la situation. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, on n'est pas loin d'être dans une dynamique d'expatriation, on va dire entre guillemets réussie. Enfin, après, je sais pas si on réussit les choses vraiment dans la vie, c'est pas trop notre façon de penser, mais bon, tu comprendras l'idée. Mais Oui, sans trop de galères voilà, mais là, majeures, on va dire. voilà, la scolarité des enfants, c'est vraiment un point auquel on tient. On se voit pas en fait, on se voit pas, on voit, les enfants ne se voient pas rester avec nous à la maison, même si on s'adore, et nous non plus parce que c'est pas ce qu'on est venu chercher en fait. Dans une vie nomade, Mm. quand tu voyages, que tu découvres, c'est autre chose de faire l'école à la maison parce qu'en fait, tu as plein de choses sur lesquelles t'appuyer, tu voyages, tu sors, tu rencontres du monde. Là, on est en vie sédentaire. Nous aussi, on a des choses à accomplir en tant qu'adultes. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas souhaitable de rester à la maison. Donc c'est un Mm, gros, mm. gros point bloquant. C'est un gros point bloquant qu'on n'avait pas anticipé. Une fois encore, je vais toujours parler de la même chose, mais parce que quand nous sommes venus, donc en mai, avant de repartir en France, pour vraiment ficeler le projet et dire, OK, on va s'établir ici, on avait bien évidemment, on s'était intéressé à ce point de l'école, mais la plupart des écoles étaient fermées à ce moment-là, cause pandémie. Donc, ben, on n'avait pas eu toutes les informations. Et notamment, on n'avait pas eu les informations sur ce problème de place. Voilà. Et puis, on a aussi un autre petit souci à affronter par rapport à l'école, c'est qu'au Brésil, ils demandent énormément, énormément de papiers. Les Brésiliens adorent l'administratif, encore plus que les Français, c'est pour dire. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Et on a beaucoup de papiers à demander au rectorat français et ensuite à envoyer en traduction à São Paulo.
Donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut que les papiers viennent et le courrier prend beaucoup de temps. Il faut que j'obtienne les papiers déjà auprès du rectorat français, ce qui n'est pas de mince affaire parce que c'est pas des papiers courants. Et puis ensuite, il faut les faire traduire. Et puis tout ça, ça a un coût, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et tout ça sans savoir si ça va aboutir. Est-ce que réellement, on va finir par avoir une place à un moment donné ou pas, quoi. Voilà. Oui, oui, moi je crois en vous, je suis sûre que ça va bouger. C'est gentil. C'est juste un petit peu de temps, un peu de patience. C'est de la patience, ouais. Bah, c'est Non, pas mais notre, ça, c'est voilà, pas notre ça. qualité première, je te cache pas. Tous ceux qui nous connaissent le savent, parce qu'on est des fonceurs, on est ultra dynamique, on est toujours à fond. Donc la patience n'est pas notre qualité première. Mais on va y arriver. Là, c'est Mais vous pas que adaptez. un problème, voilà, c'est pas que un problème de patience, c'est plus que il y a un vrai flottement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de, personne ne nous donne des réponses en fait. C'est de ce point de vue-là, ça Ouais, c'est demande le une flou, grande quoi. adaptabilité aussi. Ouais, c'est vraiment un flou et pour nous, c'est quand même un point capital, vraiment capital. Donc voilà. Ouais, ça, c'est clair. Je comprends tout à fait. Et du coup, dernière question, plus pro. Vous faites quoi dans la vie, en fait? Parce que, bon, je sais que tu étais prof d'espagnol, Oui. mais alors du coup, c'est quoi le projet quand on vient s'installer au Brésil? Qu'est-ce qu'on fait après comme travail? Comment vous allez Rien. vivre après? Rien. De coco fraîche et de mangue. C'est ça, et Non, d'amour. comment on va vivre? En fait, on a des projets immobiliers parce qu'ici, on n'a pas choisi cet endroit, on n'a pas choisi de s'établir dans cet endroit pour rien. Quand on est arrivé ici, très clairement, on a senti la pépite, hein. On s'est dit, waouh, ça c'est un chouette endroit. On savait que ça allait être prisé par les touristes, et c'est le cas. Là, vraiment, il y a un afflux massif de touristes qui veulent sortir des villes, qui veulent fuir des villes après tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, notre idée, notre projet, c'est vraiment de miser sur le tourisme et de construire des locations, des locatifs, de recevoir des hôtes, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a passé un peu plus de 5 mois au Brésil à peu près, on s'est rendu compte en fait que les touristes européens et notamment français ne venaient pas beaucoup au Brésil parce qu'il y a une grande barrière, c'est la langue. Et que quand les touristes français viennent au Brésil, ce qu'ils recherchent, c'est la compagnie des autres Français pour être aiguillés, pour avoir un appui parce qu'ils se sentent perdus. Déjà, le Brésil est un pays immense et c'est vrai que la langue, c'est une vraie barrière. Le brésilien, c'est pas évident. Donc, l'idée, c'est d'accueillir des touristes de partout, mais notamment aussi des touristes européens, sachant que moi, je parle couramment espagnol, anglais, français, bien évidemment, et puis maintenant, je parle couramment portugais aussi, donc c'est vrai que c'est chouette. L'idée, c'est de pouvoir accueillir ces touristes ici et de les aiguiller, donc les accueillir dans nos locations, dans nos Airbnb, ou enfin voilà, ce que tu veux. J'ai cité une, mais voilà, c'est ça C'est l'idée. pas grave. Et puis, D'accord, moi, c'est un chouette moi, projet. voilà. Et puis moi, en parallèle, je continue à donner des cours en ligne. Et puis ici, il y a quand même une demande pour des cours de français. Donc voilà. Ouais, ça, c'est le genre de job que tu peux faire de n'importe Oui, où, en fait, voilà, n'importe quel complètement. pays. Après, c'est pas suffisant pour être rémunéré. Et là, déjà, avec tous nos projets, on est largement occupé. Donc, dans ce qu'on avait imaginé, dans notre budget, dans la façon dont on a ficelé les choses, parce que notre projet, même s'il est arrivé vite, il est ficelé. On sait de combien d'économies on dispose pour pouvoir vivre combien de temps avant que les projets vraiment soient lancés, que les travaux soient terminés, que les constructions soient lancées, etc. Voilà. Ça, c'est le projet si tout va bien. Et puis peut-être qu'il y aura un plan B, parce qu'avec nous, on ne sait jamais. Il y a 1000 vies Mais dans c'est une bien, vie. Et ouais. Bah, après, c'est ça. c'est ça, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, tout ira bien finalement. Si le projet se déroule comme on imaginait, bah, c'est cool. S'il se déroule pas comme on imaginait, bah, ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend et que de toute façon, ça sera bien. Et que c'est Voilà. cool aussi. Ouais, c'est ça, il faut dire que si ça veut pas, et c'est qu'il y a autre chose Complètement. derrière qui sera bien mieux, complètement plus adapté, Complètement. ou Mais et de il toute faut pas rester façon, fermé ouais. sur ça. Mais tu vois, de toute façon, quoi qu'il se passe, parce que franchement, c'est pas tous les jours rose. Là, on a des difficultés. Bon, voilà, ce serait trop long d'en parler, mais qui sont liées au pays, au code, à l'expatriation, etc. Mais quoi qu'il se passe, on se le répète tous les jours avec les enfants, on a de toute façon tout gagné. Je veux dire par là qu'on est en train d'apprendre, mais énormément.
c'est fou ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est ici. Et je parle pas que de la langue, hein, c'est fou. On se débrouille parce qu'en fait, là, on est seul au monde, quoi. On est en immersion, on est sorti de nos zones de confort plus, et on apprend énormément. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il se passe, ce sera bien. L'expérience, c'est belle. Ouais, mais on le voit de toute façon dans vos stories, c'est toujours plein de positivité, c'est plein de gratitude. Enfin, c'est toujours hyper chouette de lire parce que ça Merci. booste. Et effectivement, ça fait toujours plaisir de voir que vous kiffez votre vie, quoi, et que oui, et que c'est effectivement, on voit que c'est pas rose, hein. De toute façon, dans n'importe quel projet, Bien sûr. c'est pas rose. Mais il faut toujours voir le positif, et c'est comme ça qu'on en sort grandi. C'est évident, quoi. En tout Je cas, te ouais, moi, remercie. je kiffe suivre vos petites aventures. Je trouve que c'est super sympa. Puis on découvre le Brésil, un pays qu'on connaît absolument pas. Donc c'est aussi intéressant de voir aussi les différences de culture d'un pays à un autre. C'est top, quoi. Moi, Je te j'aime remercie beaucoup. beaucoup. Je te remercie beaucoup. C'est gentil. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va devoir clôturer l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé ton bout de chemin avec nous, en espérant que ça motive aussi d'autres parents à sauter le cap, voilà, Brésil ou autre pays, peu importe, mais en tout cas de vivre ses rêves, ses projets. Et ton témoignage est très précieux. Merci infiniment. Avec plaisir, comme plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux pour nous aider à le faire connaître. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao.